Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Merci de vous connecter, de vous joindre à nous pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques et pour continuer dans la réflexion, on a entamé la semaine dernière une discussion sur la Sainte Seine, cette ordonnance de Christ, ce sacrement qui est central à la vie de l'Église et qui était certainement central à la réforme protestante. Et on a discuté la semaine dernière avec Paul Sanders qui publie cet ouvrage « Quand la réforme entre en scène » où on retrouve la pensée des deux réformateurs, Zwingli et Bullinger, un survol de leur vie et comment ils ont contribué à la réforme, et en particulier sur cette question-là de la Sainte Seine. Donc, la première partie de l'émission se portait sur Zwingli. Aujourd'hui, on va poursuivre avec Bullinger. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir notre travail, le travail de CFOI, en particulier de cette émission, Coram Deo, en faisant un don. Vous pouvez faire un don sur une base régulière ou un don ponctuel. Ça nous fait toujours plaisir. On rend grâce à Dieu pour votre aide. Vous retrouverez un lien pour contribuer si le Seigneur vous le met à cœur. Cette émission vous est présentée par Publications chrétiennes qui vous offre de faire la lecture de ce petit ouvrage de Jean Calvin, Petit traité sur la Seine, un livre de 67 pages qui arrive en plein milieu du débat entre les premiers réformateurs, Calvin est de la deuxième génération. Et donc, il y a un débat entre Luther et Zwingli qui a échoué. Le but était de se rapprocher, mais ils sont restés dans des positions opposées. Et puis, la position de Calvin visait à essayer d'aller chercher le meilleur des deux positionnements. Comment est-ce qu'on peut affirmer que Christ est véritablement présent dans la Sainte Seine sans venir dénaturer la distinction qu'on fait entre la divinité et l'humanité de Christ. Alors, s'il est corporellement présent, ça pose problème parce qu'on dit que la nature humaine reste humaine. Elle ne peut pas prendre des propriétés divines. Il ne peut pas être omniprésent par sa nature humaine. Donc, sa nature humaine est au ciel. Elle ne peut pas être partout sur la terre, consubstantiellement joint au pain et au vin consacrés. Et Calvin explique ces choses-là sans nier la présence réelle de Christ. Et donc, il fait avec beaucoup de brillance une présentation qui est devenue une position un peu définitive, on pourrait dire, chez les réformés. Eh bien, on va parler de cela. Il sera question aussi de cet ouvrage aujourd'hui dans la discussion avec Paul Sanders. Donc, on va reprendre l'échange là où il avait été laissé la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu la première partie ou pas entendu, vous pouvez la retrouver facilement. Il y a un lien dans la description de cet épisode pour retrouver la partie 1 que je vous invite à écouter avant de poursuivre avec la partie 2. Oui, c'est ça. Donc, souvent, on fait un raccourci quand on présente l'histoire de la Réforme où on passe de Zwingli à Calvin. Mais dans ton ouvrage, tu nous présentes le passage plutôt de Zwingli à Bullinger, qui est son successeur à Zurich et qui va travailler dans la même langue que Zwingli, en allemand, tandis que Luther va entrer en scène pour reprendre le titre de l'ouvrage un peu plus tard à Genève, 1536, son arrivée à Genève, c'est ça? La deuxième fois, oui. La première fois, c'était en 1534. Ouais. Et puis après oui, quand il était plus durablement installé à Genève, c'était à partir de 36. Oui. OK. Et puis, mais donc, on reviendra peut-être au comparatif avec Calvin, puisqu'il va, étant un contemporain de Bullinger, il y aura plus de choses à dire sur leur collaboration. Calvin n'a pas côtoyé Zwingli, l'a connu par ses écrits. Donc, on peut passer à ce prochain personnage qui est peut-être encore moins connu que Zwingli parmi les réformés francophones. Donc, qui était Henri Bullinger? Alors,
pour répondre à ta question, donc Bullinger, c'est bien sûr c'est un Suisse allemand. C'est en fait, comme je disais, de la deuxième génération. Il est né 20 ans après Zwingli et Luther. C'est le fils naturel d'un prêtre. Et c'est comme c'était le cas pour Zwingli, le père de Bullinger s'appelait aussi Heinrich Bullinger. Il a payé la fameuse taxe de concubinage selon cet arrangement relativement courant. Il était chapelain, aumônier et organiste aussi. C'est un musicien dans une ville qui s'appelait Bremgarten, qui est pas très loin de Zurich, mais en fait en territoire catholique par la suite. Bullinger a étudié, il a eu un parcours académique très différent de Zwingli. Il a étudié à l'université de Cologne, où c'était plutôt plus classique comme formation, moins axé sur l'humanisme, même s'il y avait des accents humanistes dans sa formation. Mais c'est là qu'il a été exposé aux doctrines de Luther. Intéressant parce que en fait, il y a eu par rapport aux ouvrages de Luther, on a rassemblé sur la grande place de la ville de Cologne tous les ouvrages de Luther qu'on pouvait trouver et on les a brûlés publiquement. Mais Bullinger ne savait rien de Martin Luther à l'époque. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'était une formidable publicité finalement. Ben oui. C'est rare que de bannir des livres ou de les brûler va être productif. Généralement, ça fait l'effet inverse. Tout à fait, comme on dit familièrement, ils se sont tirés une balle dans le pied. Là, il n'y a pas que Bullinger qui était dans ce cas-là, qui était intrigué, intéressé par Luther en raison de ce genre d'événement. Il était, en lisant Luther, il a remarqué que Luther citait les pères de l'Église. Et donc, il a commencé à lire les pères de l'Église. Quand il a lu les pères de l'Église, il s'est rendu compte qu'eux citaient la Bible, les écrits bibliques. Donc, il s'est acheté une Bible et il a commencé à lire la Bible. Et c'est alors qu'il a commencé à rejeter la doctrine romaine, peu à peu, et embrasser les thèses de la Réforme. Et il a abandonné aussi, entre parenthèses, son projet de devenir chartreux, qui était le plus strict des ordres de l'époque de son territoire. Il a abandonné cette vocation-là et s'est consacré à l'enseignement dans une école monacale où on formait les moines pour la vie monacale. Et donc, il a commencé à l'âge de 19 ans à être enseignant dans cet, entre guillemets, institut biblique qui n'était pas très biblique au départ, mais qu'il est devenu par la suite pour former les moines. C'est là qu'il a rencontré Anna, encore une Anna, c'était la femme de Zwingli, s'appelait aussi Anna, qui était une des nonnes du couvent de sa ville, et fille aussi d'une famille bourgeoise. Sa mère s'était opposée complètement à ce mariage avec le fils naturel d'un prêtre et avait d'autres ambitions pour sa fille. Mais Bullinger a persisté. Et c'est intéressant, je me permets juste de lire cette petite citation où il fait sa demande en mariage. Et juste un extrait où il dit « Tu es la seule et l'unique que j'ai en tête. Tu es jeune et Dieu ne t'a pas donné un corps pour que tu vives éternellement comme une nonne et ne lui permette pas de porter ses fruits. Lis cette lettre 3 ou 4 fois, réfléchis bien et prie Dieu pour qu'il te manifeste sa volonté. » Pas de pression autrement. Hein. Non, c'est ça. Non, mais c'est pastoral. Voilà. Alors, ça faisait partie, bien entendu, de son attraction vers la Réforme. C'était la possibilité grandissante d'épouser la femme qu'il aimait. Mais ce n'était pas, bien sûr, la seule unique raison. Donc, il devient enseignant. Après, il laisse cette charge d'enseignant et il devient pasteur
non loin de l'endroit de l'école où il enseignait. D'accord. Voilà, en gros, c'est comme ça que tout a commencé. Et son adhésion à la réforme est venue progressivement, notamment par le contact avec Zwingli. Ouais, ben c'est voilà ce contact qui va créer aussi un peu la succession entre les deux hommes, un peu un rapport de mentor et de mentoré, c'est la bonne terminologie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer la relation entre Zwingli et Bullinger et la continuité théologique entre les deux réformateurs? Alors, Bullinger, Zwingli était le grand frère, en quelque sorte, de Bullinger progressivement. Il a rencontré la première fois lors d'un voyage à Zurich en 1523. La réforme était déjà bien en place, même s'il y avait encore des choses à faire à Zurich. Donc, Bullinger a pu observer un petit peu la réforme zurichoise. Et il a été très influencé pendant cette époque par Zwingli, même si son séjour zurichois a été bref. Il a aussi resserré ses liens avec d'autres théologiens et pasteurs de l'église de Zurich, il était très, très, très attiré par cela. Zwingli a confié à Bullinger, en 1524, ses opinions sur la scène, qu'il n'avait pas publiées, qu'il n'avait pas communiquées par ailleurs. Mm-hmm. Cette nouvelle, entre guillemets, position sur la scène, il a dit ne dis rien parce que ce n'est pas le bon moment. Ouais. Mais Bullinger dit à Zwingli qu'il en était venu à la même conclusion que Zwingli, mais avec des sources différentes. Il mentionne un certain écrit vaudois et des livres de Saint-Augustin. Alors, bon, il y a des recherches sur ces questions-là, mais sans entrer dans cette question, il y a déjà donc une certaine unité doctrinale, une attraction vers le mouvement qui s'était produit à Zurich. Zwingli fait preuve de sagesse en impliquant Bullinger par la suite à la dispute, en l'invitant à la dispute avec les anabaptistes. Et Zwingli, Bullinger devient le secrétaire de séance, en quelque sorte, de cette dispute avec les anabaptistes. On voit dans son procès-verbal que c'était plutôt une attitude assez conciliante à leur égard, mais il était impliqué dans la réforme zurichoise, même s'il n'était pas encore à Zurich. Après, il a publié un livre sous le pseudonyme d'Octavius Florens, et Zwingli a lu cet ouvrage de Bullinger, son premier livre, et il a dit Octavius Florens, ce jeune homme, est très instruit dans les écrits mondains et sacrés. Il compare tout, il réunit tout ensemble. Il veut être inconnu et demeurer caché parce que cela paraît plus prudent pour le moment. Donc on voit que Bullinger reçoit les encouragements de Zwingli et est-ce qu'il y a des idées un petit peu de le recruter. Pour l'instant, il ne va pas l'enlever de là où il est, mais il a pu faire une année sabbatique, un congé sabbatique à Zurich par la suite, et il a étudié à l'école des prophètes, la prophétie de l'église de Zurich, qui est devenue une des écoles de théologie les plus influentes de la première période de la Réforme. Et il a reçu énormément d'enseignements. Ça l'a beaucoup affermi dans sa foi. Et il a établi un lien théologique et humain extrêmement fort avec Zwingli et son équipe. Une chose que Zwingli faisait de manière remarquable, c'était recruter autour de lui des hommes de talent. Il savait les attirer, les engager, les impliquer. Et c'est ce qu'il a fait avec Bullinger, progressivement. Même si l'issue de cette relation ne pouvait pas être imaginable à ce moment.
Ouais, ben, c'est ça. Zwingli, elle sera le mentor de différentes personnes, dont les premiers anabaptistes. Malheureusement, dans ce cas-ci, l'amitié va tourner au vinaigre, ils vont devenir des adversaires, mais c'est pas le cas avec Bullinger. On peut Non. dire que Bullinger va rester fidèle à la pensée, à la théologie de Zwingli. Comment donc est-ce qu'on voit cette continuité entre les deux hommes et comment est-ce qu'on pourrait dire même que Bullinger a continué à développer la pensée de Zwingli? Oui. Alors, Bullinger n'avait pas seulement repris le flambeau de l'Église zurichoise, ce qu'il a fait, mais toute sa vie, toute sa carrière, il a défendu la mémoire de son prédécesseur. Il est resté totalement fidèle à Zwingli et à sa pensée, mais il a énoncé plus clairement et plus en détail ce que Zwingli avait écrit, et notamment la question de la présence par l'esprit était un des points qu'il avait développé. Au fil du temps, certaines différences sont apparues, mais c'était plutôt des différences de détails. Il y avait beaucoup plus une continuité qu'une discontinuité entre leurs pensées. Et il est resté, en fait, non seulement extrêmement fidèle, mais le flambeau théologique, il a repris et développé. Et même s'il avait d'autres sources à sa pensée, même si dans les nuances, Bullinger est resté sur l'ensemble des doctrines fidèles à son prédécesseur. Mais il avait eu, bien sûr, beaucoup plus de temps pour développer sa pensée. Il est resté 44 ans à la tête de l'Église zurichoise, et donc une très très longue carrière Mm-hmm. où il a développé un réseau de relations incroyable. Et c'est là aussi qu'il a eu son influence. Donc, bref, ce n'est pas vraiment des divergences théologiques que l'on peut détailler entre Zwingli et Bullinger, mais plutôt un développement de la pensée de Zwingli, jusqu'au point où les spécialistes disent que le zwinglianisme tardif est devenu en fait le bullingerisme. Mm-hmm. Donc il a épousé, il a pris pour lui-même et il a personnalisé. Ouais. Dans la première partie, on a vu un peu la fin tragique de Zwingli qui menaçait la direction de l'Église réformée allemande, de l'Église de Zurich, ce qui a un peu propulsé Bullinger comme son successeur. Est-ce que tu peux nous raconter comment il est devenu chef, entre guillemets, de l'Église zurichoise? Alors, oui, tout à fait, parce que, en fait, c'est ces différents contacts dont j'ai parlé tout à l'heure avec Zwingli qui ont préparé le chemin sans qu'ils le sachent l'un et l'autre, que ça allait aboutir comme cela. Mm-hmm. Mais c'est Bullinger et sa famille qui sont contraints de fuir leur ville de Bremgarten en raison de la lourde défaite des protestants où Zwingli est mort. Et donc, ils ne reviendront jamais dans leur ville. Et donc, ils sont en exil à Zurich. Bullinger est là. Il est arrivé, au bout de 15 jours à peu près, il est invité à prêcher à la grande collégiale de Zurich. Et ça a fait sensation. Il a tellement bien prêché. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il a prêché tellement fort que ses cheveux étaient dressés sur la tête de ce garçon qui avait entendu la prédication de Bullinger. Et ça a impressionné aussi le conseil de la ville qui était au fond responsable de nommer le successeur. Ce n'est pas l'église locale comme par exemple dans nos cercles baptistes qui nomment le pasteur, c'est le conseil municipal. Mais ce qu'il ne voulait pas, il voulait surtout pas un autre Zwingli. Mm-hmm. Remuant, turbulent, parce qu'il était échaudé, on peut le dire, par ce qui s'est passé et cette lourde défaite. Bullinger avait un tempérament pacifique, irénique, et en même temps, il avait une fermeté. Il refuse, on va voir très rapidement,
de devenir un pion des autorités politiques zurichoises. Mm. Mais son profil a attiré tout de suite. Il y avait eu deux autres candidats au poste de pasteur principal de l'Église, mais c'est Bullinger, à l'âge de 27 ans seulement, qui est désigné et qui prend la tête de cette Église. J'essaie de m'imaginer à l'âge de 27 ans prendre la tête d'une Église énorme, et tout un territoire en fait, parce que la tête de l'Église zurichoise, c'était pas seulement la ville de Zurich ou la collégiale, mais c'était aussi les églises acquises à la réforme de tout le territoire de Zurich. Ouais. Ben, il faut dire qu'à cette époque-là, on était jeune moins longtemps, on devenait mature rapidement. À 19 ans, il enseignait déjà. Mais oui, ça reste quand même un exploit de se dire que toute une ville et puis une région devient sous le pastorat de ce jeune pasteur théologien. Quels sont les accomplissements qu'il a accomplis dans cette fonction? Alors, il a accompli des choses considérables pendant ses 44 ans à Zurich. D'abord, par ses prédications, il a commenté la Bible tout entière et il a publié sous forme de commentaires bibliques la quasi-totalité de ses sermons. Donc, il a une panoplie de prédications publiées immense. Il a aussi restructuré, plus ou moins de fond en comble, l'Église zurichoise en précisant le rôle des prédicateurs ainsi que du synode, et il a réglé un certain nombre de différends internes, là, tout jeune qu'il était. Et c'est vrai que Zwingli n'était pas l'organisateur par excellence. Bullinger avait plutôt cette qualité-là d'organisation et de structuration. Il s'est entouré d'une équipe de collaborateurs talentueux, à l'exemple de son maître Zwingli, et il a ainsi pu réformer et renforcer la formation théologique et l'enseignement général public, entre guillemets, de la ville de Zurich. C'était quelqu'un aussi qui s'est préoccupé de la pastorale, notamment du soin des malades, des mariages et de la discipline ecclésiastique. Il a écrit des ouvrages très importants pour l'époque qui ont eu beaucoup d'influence dans les cercles. D'autre part, Bullinger, c'est quelqu'un qui a fait preuve d'une immense œuvre d'hospitalité. Hospitalité offerte par l'Église en général, mais aussi, ils ont accueilli à Zurich de nombreux exilés protestants de plusieurs pays d'Europe. Est-ce que Anna, finalement, avait accepté sa demande en mariage? Ah oui, elle a accepté. Ils ont eu 9 enfants. Elle a entendu l'exhortation là, que le Seigneur lui avait donné un corps pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Ça, elle a bien entendu, apparemment. C'était très, très attaché l'un à l'autre. On voit ça au moment de son décès. Mm-hmm. C'est des passages très émouvants dans sa correspondance. Marie la Sanglante a pris le trône d'Angleterre après le décès d'Édouard VI en Angleterre et commencé à persécuter les protestants. Beaucoup sont arrivés à la porte de Bullinger, qu'il a accueilli. Mm-hmm. Bien sûr, je pense qu'il a été aidé par ses collègues et par l'Église, mais il a eu il a ensuite continué à cette œuvre-là dans sa correspondance. Il a gardé des liens avec un réseau énorme de réformateurs, d'exilés, de personnes de passage. C'était l'agence de voyage de l'Europe, et puis c'était aussi une agence d'information extrêmement précieuse pour les historiens aujourd'hui aussi. Il a laissé la plus vaste correspondance de la Réforme. Nous avons plus de 12 000 lettres. Wow. Et il y en a sûrement le double, en fait, qui ont été rédigées. Incroyable. C'est une source inestimable d'informations. Comment est-ce qu'il trouvait le temps de faire tout ça? Il a aussi publié une centaine d'ouvrages théologiques importants. Et son travail théologique a eu un impact significatif sur la consolidation de la réforme et de l'unité réformée. La confession, des confessions de foi comme la deuxième confession helvétique,
son influence sur la confession d'Heidelberg et d'autres choses parmi d'autres. Et l'accord qu'il a conclu avec Calvin, bien sûr, l'accord de Zurich sur la scène, sur les sacrements, fait partie de son œuvre. Et puis, je pense que, comme je l'ai déjà mentionné, il a été exemplaire dans sa vie conjugale et familiale. En fait, il avait 11 enfants, 9 biologiques et 2 adoptifs. Et il a recueilli ses vieux parents et 2 orphelins, les enfants de Zwingli, après, au bout d'un certain temps. Donc, on voit quelqu'un incroyablement productif, fructueux dans son ministère, et qui est un exemple pour nous. Oui, ben c'est un des domaines dans lesquels les réformateurs devaient être des pionniers, c'est-à-dire d'être non seulement des pasteurs, des théologiens, mais des pères de famille, puisque c'était une nouveauté. Ben, il y a eu, je pense, dans l'Église primitive, pendant plusieurs siècles, des hommes de Dieu qui étaient aussi des pères de famille, mais depuis quelques siècles, l'Église donc interdisait le mariage aux membres du clergé. Et puis, c'était un peu de reprendre cet ordre naturel et la réforme donc a beaucoup contribué sur cela. Tu as mentionné que plusieurs des exilés sous le règne d'Élisabeth, pas d'Élisabeth, pardon, mais de Marie Ière sont venus sur le continent. Plusieurs ont trouvé refuge à Zurich, d'autres à Strasbourg et certains aussi sont allés à Genève où se trouvait Calvin. Donc, quel rapport est-ce qu'il y a pu avoir entre Bullinger et Calvin? Est-ce qu'ils parlaient la même langue? On sait qu'ils ont contribué sur l'accord de Zurich dont on va parler. Mais comment est-ce qu'on peut voir un peu la relation entre les deux hommes? Cette relation a été relativement distante en général, dans le sens où Bullinger ne quittait jamais, peut-être une exception, le territoire de Zurich. Donc, c'est Calvin qui a dû venir à Genève pour discuter avec Bullinger sur la scène. Ça a été déterminant dans la conclusion de l'accord. Je crois qu'ils avaient une estime mutuelle ils sont à peu près contemporains, point de vue âge. Calvin est né en 1509 et Bullinger en 1504, donc il n'était pas beaucoup plus âgé que Calvin. Ils avaient aussi un certain nombre de contacts par collègues interposés et aussi par la correspondance. Alors, ils ne parlaient pas la même langue, mais ils se parlaient en latin. Oui, c'est ça. Heureusement, il y avait le latin. C'était l'anglais de l'époque. C'était l'anglais de l'époque. En fait, c'était une langue parlée aussi bien qu'écrite. Et là, ça faisait partie intégrante de leur formation à l'époque. Donc, ils ont réussi à communiquer comme ça. Et ça, c'était un peu un des enjeux par rapport à la scène, c'était de trouver en latin un vocabulaire qui décrit les sacrements et la scène et qui n'ait pas de connotation catholique. Et j'ajouterai ni connotation luthérienne par la suite. Alors, ce n'était pas une mince affaire, ça. Trouver les mots d'un lexique sacramentel en latin qui soit protestant. C'était un des grands défis de cet accord. Et c'est pour ça que ça leur a pris, entre Calvin et Bullinger, au milieu des années 1540. C'est là vraiment où ils ont commencé à communiquer très régulièrement, parfois assez âprement, ce nombre d'années était nécessaire justement par rapport à cet âge. C'est pour ça que ça a pris tellement de temps. C'était assez ardu. Il fallait d'abord se mettre d'accord sur les mots employés et les définir. Et on voit dans la correspondance, le va-et-vient de la correspondance entre Bullinger et Calvin, ce défi-là se déployer. Donc, comment est-ce qu'on peut comparer un peu c'est ça, l'œuvre de ces deux hommes, leur contribution respective au protestantisme? C'est clair que
Et c'est reconnu aujourd'hui que Bullinger, comme Zwingli, et Calvin sont considérés comme étant des pères, des pionniers de l'Église réformée, du protestantisme en général, mais aussi de l'Église qu'on appellera par la suite l'Église réformée en particulier. Ils avaient ce rôle qui était dû à leur envergure, d'une part, puis à la position de l'Église de Zurich, qui avait une position assez privilégiée à l'époque. Je dois dire aussi que Bullinger a eu l'immense mérite d'intégrer Calvin dans la famille, le cercle des réformés suisses. Calvin, comme nous le savons, était français et il avait un peu un autre esprit, certainement un autre accent aussi. et il n'était pas accepté par tout le monde. Il n'avait pas eu de formation théologique à proprement parler. C'était un autodidacte théologique, Calvin. C'est ça qui est incroyable. Et donc, ce n'était pas si facile que cela pour Calvin d'être accepté dans ce cercle réformé suisse. Mais c'est grâce à la médiation de Bullinger que ça a pu se faire. Et Bullinger, c'était quelqu'un qui a œuvré comme ça toute sa vie pour essayer de réconcilier, d'être un homme de paix, d'unir les forces vives de la réforme. Quelqu'un l'a appelé dans un article, c'était un manager de la réforme. Et ça, c'était aussi en raison de son hospitalité et de sa correspondance. D'accord. J'étais sous l'impression que Bucer y était aussi pour quelque chose pendant le séjour de Calvin à Strasbourg. Et puis Bucer qui est un peu souvent vu un peu comme l'entre-deux entre les luthériens et les réformés. On ne sait pas exactement dans quelle case le mettre, surtout sur la question du débat sur l'Eucharistie. Si on revient à ce débat exactement, est-ce qu'on peut parler avec Calvin et Bullinger d'un consensus réformé après Zwingli et son époque sur toute cette question-là est plutôt marquée par la division. Bon, pas la division forcément à l'intérieur du camp réformé, plutôt vis-à-vis des luthériens, mais si on pense à ceux qui représentaient une position qui n'était pas tout à fait luthérienne lors du colloque de Marbourg, je mentionnais Bucer et d'autres, donc il n'y avait pas forcément une unité exacte non plus parmi l'aile réformée sur la scène. Est-ce que avec Calvin et Bullinger, on atteint ce consensus? Alors, oui, Calvin, Bullinger et Bucer, essentiellement, étaient d'un même esprit et un même désir de faire vivre l'unité réformée, même si c'est un peu anachronique de dire unité réformée, puisque la notion d'église réformée est ultérieure. Notamment dans la structure. Mais le mouvement qui deviendra l'Église réformée théologiquement et structurellement est beaucoup grâce à Calvin. Bucer a été très apprécié par Calvin et par Bullinger, même si Calvin n'appréciait pas trop sa façon de négocier les questions théologiques. Un exemple simple, c'est que le Seigneur est présent réellement, la présence réelle. Il est réellement présent dans les espèces de la scène pour Luther. Il est symboliquement présent pour le premier Zwingli. Alors, Bucer, c'était, la solution est simple, on va dire qu'il est vraiment présent. Et donc, dans ce sens-là, chacun peut trouver son compte dans ce vocabulaire. Interprété à sa sauce. Mais c'est une formule diplomatique, de compromis, mais en fait qui ne tient pas la route. Parce que ces hommes-là ne pouvaient pas se contenter de formulations vagues.
théologique. Mais il est certain qu'il y avait une réelle appréciation. Et puis Calvin savait qu'il avait une grande dette à Bucer, qui lui a appris en fait l'ecclésiologie qui sera la sienne. La façon dont il va restructurer l'Église de Genève, c'est beaucoup grâce à son expérience en tant que pasteur de la communauté francophone de Strasbourg. Mm-hmm. Ouais. Et c'est sa conception des 4 ministères et ces choses-là. Donc, c'est quelqu'un qui mériterait, Bucer aussi, qui mériterait d'être redécouvert dans une grande mesure. Oui, absolument. Permettez-moi de prendre un instant pour souligner l'importance cruciale de la formation théologique. Je suis très heureux de collaborer avec la faculté Jean Calvin d'Aix-en-Provence. C'est un établissement reconnu pour son enseignement biblique et théologique de très grande qualité. La faculté Jean Calvin offre une formation pour préparer de futurs pasteurs, mais aussi divers serviteurs en les équipant pour répondre à l'appel de Dieu sur leur vie. Que vous envisagiez le pastorat ou souhaitiez simplement approfondir votre compréhension de la Bible, de la théologie, des langues bibliques et de l'histoire du peuple de Dieu, je vous recommande vivement les programmes de la faculté Jean Calvin. Ils sont disponibles aussi bien sur le campus dans la magnifique région d'Aix-en-Provence que via la formation à distance, offrant une flexibilité optimale. Si vous voulez en savoir plus, consultez le site facultéjeancalvin.com. Mais donc, il y a eu, tu parlais un peu plus tôt là, d'une visite de Calvin à Zurich. L'accord de Zurich, c'est quoi le mot latin? Tigurinus. Consensus Tigurinus. Tigurinus. Donc voilà, le consensus de Zurich, Consensus Tigurinus. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, ce consensus, cet accord, en fait, a été laborieux parce que ça a pris plusieurs années de correspondance. Et je crois que pour dire les choses rapidement, Calvin en a eu marre. Ah oui. Et il a dit, moi, je préfère des discussions face à face, et je suis sûr que si on pouvait discuter face à face, on arriverait rapidement à un accord. Bullinger, il aimait bien plutôt discuter théologie depuis son bureau et par sa correspondance. C'était sa zone de confort. Mais donc c'est Calvin qui va bousculer les choses et qui va se rendre sans prévenir Bullinger à Zurich. Ah oui. Et en fait, c'est grâce à cette visite surtout que l'accord va être conclu. Et effectivement, assez rapidement, entre les deux hommes et donc entre les deux églises. Et donc l'accord, c'est une espèce de mi-chemin entre Calvin et Bullinger, entre Zurich et Genève. Calvin, vous savez, donc était luthérien à ses débuts. Les premières éditions de l'institution chrétienne ont des accents assez nettement luthériens. Mm-hmm. Et il va évoluer au fil du temps par ses propres recherches, publications, ses éditions successives de l'institution chrétienne. Donc il va en fait quitter en quelque sorte la pensée luthérienne progressivement, sans renoncer complètement à l'héritage de Luther. Et du même coup, Bullinger va aller vers Calvin en quelque sorte à partir de Zwingli. Et c'est là qu'ils vont se trouver, comme je disais tout à l'heure, dans la mise en place d'un vocabulaire, une position moyenne entre les deux églises de Zurich et Genève, qui en fait représentait un peu les différentes sensibilités des églises réformées en Suisse. Et donc, il n'y a pas que l'accord de Zurich entre Zurich et Genève, mais c'est un accord qui a une influence sur l'ensemble des réformés suisses à l'époque. Il faudrait aller plus dans le détail par rapport au contenu théologique. Mais est-ce que tu dirais, disons, si on veut simplifier, que ce qu'on retrouve dans le petit traité sur la Sainte Seine de Calvin, là, que j'affiche à l'écran, que ça représente l'essentiel de l'accord de Zurich, ou est-ce que ici c'est davantage la pensée de Calvin et l'accord de Zurich, il y a peut-être
des similitudes, mais c'est loin d'être équivalent là, avec le petit traité de la Sainte-Seine. Alors, on peut dire que l'accord de Zurich ne disait pas ce que chacun d'eux aurait aimé dire au sujet des sacrements. Il y a des points qu'ils ont laissés de côté, l'un et l'autre, parce que ça aurait été des points de désaccord, en fait, qui n'avaient pas eu d'importance aussi capitale que le contenu de l'accord lui-même. Donc, il y a, dans le petit traité de Calvin, il y a des choses qui sont de Calvin, qui sont vraiment sa position propre, et celle de Genève, et d'autres choses qui tiennent de l'accord. Ils ont respecté l'accord dans ce sens-là. Donc, il n'a pas dit des choses qui sont en contradiction avec l'accord de Zurich, mais qui vont plus loin. Et je dirais que pour Bullinger, c'est pareil. Hein. Dans la collection de 50 sermons qui s'appelle les Décades, qu'il a publié entre 1549 et 1551, donc c'était après l'accord de Zurich, il a témoigné très clairement de son respect de l'accord de Zurich par rapport à d'autres prises de position qu'il avait eues auparavant. D'accord. Donc, c'est un peu les deux. OK. Ben, si on revient avec Bullinger et un peu pour boucler la boucle le concernant, est-ce que tu peux nous parler de la fin de sa vie, de l'héritage qu'il a laissé? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai aussi que pour Calvin, personnellement, je trouve ça extrêmement émouvant de lire ces récits de la fin de vie de ces deux réformateurs. Ils avaient une chose en commun, c'est que leurs épouses sont disparues avant eux. Et ils avaient chacun une immense peine qui montre l'attachement qu'ils avaient l'un et l'autre à leurs épouses. Et donc, la fin de vie de Bullinger, c'est en fait, comme tout à chacun, sauf Zwingli, son âge avait considérablement augmenté. Et il avait eu des problèmes de reins et de poumons. Et progressivement, son état s'empirait. Pardon. Il souffrait beaucoup, mais il continuait son ministère autant que faire se peut. Il a prêché quelques mois, de façon régulière, quelques mois avant son décès, même s'il était affaibli et souffrant. Mais quand c'était vraiment la fin, il a convoqué ses collègues pour leur parler du fait de son prochain départ, pour les exhorter à rester fidèles à l'Évangile, pour les exhorter à rester fidèles aussi à l'ensemble du mouvement de la Réforme à Zurich. Et Bullinger tenait vraiment à transmettre, à passer le témoin de façon raisonnée, de façon progressive. Et donc, il a décidé, à partir du moment où il était alité définitivement, il a décidé de rédiger son testament. Et dans ce testament, entre autres choses, il recommande la candidature de Rodolphe Walther, qui était un de ses proches collaborateurs, qui était, entre parenthèses aussi, son gendre. Ils étaient mariés avec la fille de Bullinger, mais en qui il avait totalement confiance, qu'il avait collaboré depuis très très longtemps à l'église de Zurich. Donc Walther a pris la suite au moment du décès de Bullinger. Mais on ne remplace pas quelqu'un comme ça si facilement. Il avait tant d'envergure, il avait servi tellement longtemps. Et je pense qu'on peut dire avec le recul de l'histoire, il manquait en fait un successeur à sa hauteur.
Et progressivement, Zurich perd sa position de leader parmi les villes européennes et l'attention se déporte davantage sur Genève en tant que centre réformé avec la disparition de Bullinger. Mais Walter était quelqu'un d'extrêmement capable et fidèle, mais il n'avait pas la même envergure que son prédécesseur. En tout cas, merci de nous le faire découvrir. Il y a plusieurs éléments dont on n'a pas parlé sur ses contributions, dont la seconde confession de foi helvétique, qui est un riche document. On ne peut pas parler de tout, bien sûr, dans une émission d'une heure, mais après avoir étudié en profondeur ces personnages, cette page d'histoire, ces débats théologiques, quelle analyse tu fais de cette page d'histoire, des différentes conclusions et que tu tires sur le plan théologique, historique et pastoral? Alors, effectivement, une conclusion qui s'impose, c'est qu'on ne peut pas réduire les origines de la théologie réformée à Calvin. Zwingli et Bullinger ont joué un rôle capital qui est reconnu par les historiens, par les théologiens aujourd'hui, avec cette redécouverte qui en fait date du XXe siècle des théologiens, des réformateurs zurichois. Un historien qui est l'ancien directeur d'Institut d'histoire de la Réforme à Zurich, Peter Opitz, a dit ceci: il n'y a pas une pensée théologique de Calvin qui n'ait été discutée auparavant dans la réforme zwinglienne. Aussi bien historiquement que théologiquement, c'est Zwingli et non Calvin qui est le père du protestantisme réformé. Le réformateur zurichois a exercé une influence capitale sur pratiquement tous les amis et compagnons de lutte les plus proches de Calvin, dont Guillaume Farel, Pierre Viret, Martin Bucer et bien sûr Bullinger, pour ne citer que. Et puis l'histoire subséquente de la théologie réformée et du protestantisme réformé montre aussi de manière indéniable l'influence de Zwingli. Et j'ajouterai Bullinger. Si c'est vrai pour la confession helvétique postérieure dont tu viens de parler là, la profession de foi réformée la plus importante probablement qui soit, le catéchisme de Heidelberg et les grands textes de la théologie de l'Alliance du XVIIe siècle, c'est aussi des textes qui ont été vitalement influencés par Zwingli et le zwinglianisme. C'est vraiment une sorte d'injustice historique qui ne sont pas suffisamment reconnues, mais en même temps, cela se met en place, cette reconnaissance. Et c'est ça aussi l'intérêt d'étudier l'histoire, c'est de resituer un peu les choses justement grâce aux recherches. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que j'aimerais peut-être entendre, c'est sur le plan personnel. Oui. Bon, les historiens professionnels, et on peut te mettre dans cette catégorie-là, peuvent débattre de la paternité de telle ou telle question de la réforme. Mais sur le plan personnel, comment toute cette recherche t'a été bénéfique? Et peut-être aussi une réflexion au niveau pastoral, comment est-ce que tu considères que ces éléments-là sont utiles et pertinents? Alors, j'ai été pasteur baptiste, et donc je viens de cette tradition-là, qui est la tradition du premier Zwingli, peut-on dire, en matière de sacrements. Ça m'a énormément enrichi de me replacer, en fait, dans cette époque et de redécouvrir non seulement la réforme zurichoise, mais aussi tout ce qui tourne autour de la théologie réformée, comme d'une manière que je ne l'avais pas fait auparavant. Donc ça, c'était un enrichissement certain pour moi, et ça continue de l'être. J'ai tiré beaucoup de bénéfices sur le plan en tant qu'étranger, de devoir rédiger une thèse de doctorat en français
à un niveau universitaire qui soit potable, si je puis dire, qui soit clair et net et reconnu. J'ai appris de la méthodologie que j'ai pu découvrir en faisant ces recherches, la nécessaire rigueur et la méthode de l'historien. Le fait d'avoir des contacts avec des meilleurs spécialistes de ces questions et de cette période dans la communauté universitaire. J'ai fait allusion tout à l'heure, mais l'apprentissage du latin et de l'allemand m'ont énormément aidé, même si ce n'était pas très facile pour moi, ça demandait pas mal d'investissement. Je peux dire que j'ai une vision, grâce à ce travail beaucoup plus global, de l'histoire de la Réforme, du protestantisme et de la plus grande famille chrétienne, au-delà des réformés et des protestants. Aussi une appréciation aussi pour d'autres traditions que j'ai appris à connaître, surtout au Moyen-Orient, où il y a toutes les communautés orientales qui sont présentes, et le contact théologique et la reconnaissance. Grâce à ma thèse en Sorbonne, j'ai pu avoir un niveau de contact avec eux où j'étais reconnu dans ce guilde des historiens et des théologiens de la grande famille chrétienne, disons. Je pense aussi un bénéfice non négligeable, c'est que lorsqu'on étudie d'autres traditions, on prend du recul par rapport à sa propre tradition, ses propres prises de position théologiques, pratiques et autres. Et ça, c'était vraiment une très belle découverte à bien des égards pour moi, de pouvoir me situer et de pouvoir publier un livre dans une maison d'édition réformée quand la réforme entre en scène. C'était en soi une expérience enrichissante pour moi d'avoir ce privilège-là. Il y a bien d'autres bénéfices, mais bon, je mentionnerai celle-là. Eh bien, un grand merci, Paul, pour cette contribution dont on peut tous bénéficier. Je vous invite à vous procurer cet ouvrage. Vous trouverez un lien dans la description, Quand la réforme entre en scène. C'est facile à lire. Il est écrit dans un style qui est accessible, et ça vous donne à la fois un contenu historique riche, bien documenté, mais aussi une réflexion théologique qui est alimentée par tous les débats qu'elle pouvait avoir ces réformateurs, qui réfléchissaient à ces questions qui touchent la scène. C'est un peu le point de contact entre la théologie et puis la piété, comment est-ce qu'on les fait s'arrimer. Alors, merci pour cette recherche, et merci pour ta participation d'aujourd'hui, de 2 semaines, à l'émission Coram Deo, pour nous présenter en particulier ces 2 figures historiques importantes, Zwingli et Bullinger. Est-ce que je pourrais faire juste un dernier commentaire, Pascal? Avec plaisir. Je suis, en tant que baptiste, et grâce en partie à ce travail, je plaide aujourd'hui pour un enrichissement de notre théologie et de notre liturgie baptiste, des sacrements et de la scène en particulier. Et trop souvent dans nos églises, nous célébrons la scène de manière expéditive et de manière répétitive, sans accorder à la célébration de la scène la place qu'elle mérite dans nos cultes. Voilà, c'est juste un petit plaidoyer en faveur de cette découverte-là. Alors, je cherche mon sound effects pour applaudir et dire je suis d'accord, mais je ne l'ai pas trouvé assez vite. Mais je fais du pouce, je plus sois et je dis amen et alléluia. Je pense que c'est une grande richesse, malheureusement, dont on se prive dans les milieux évangéliques.
Et c'est une des choses aussi que j'ai un peu redécouverte en étudiant l'histoire de la Réforme, l'importance de la scène et d'une juste compréhension, mais aussi d'une juste célébration de cette ordonnance que le Seigneur nous a donnée pour rester en communion avec lui. Oui, amen. Alors, changement Merci beaucoup, Pascal. Ben, ça a été un plaisir. Et puis, si on veut rester en contact, est-ce que tu as un site web, une page, un blog ou des réseaux sociaux où les gens peuvent te trouver en ligne? Rien de tout ça. Je suis retraité. Moi, vous pouvez me trouver par mail. Oui, c'est ça. Bon, ben écoutez, si vous voulez entrer en contact avec Paul Sanders, vous m'écrirez, vous laissez un commentaire. Vous savez comment nous trouver facilement en ligne. On aura peut-être d'autres occasions pour discuter sur des sujets qui intéressent Paul Sanders. Mais merci en tout cas encore pour ta participation d'aujourd'hui. Avec plaisir, Pascal. Et la semaine prochaine, moi, je ne serai pas là. Je pars en vacances pour 1 mois. Non, mais je vais quand même être là. J'ai prévu le coup d'enregistrer d'avance des épisodes qui vont vous être diffusés pendant mon absence. Et puis, je devrais recevoir 2 pasteurs, Frédéric Bican et Mathieu Giralt. Et on va parler du rôle parfois difficile de la femme du pasteur. Donc, 3 pasteurs qui parlent de la femme du pasteur. Ça a l'air macho, là. On aurait dû inviter 3 femmes de pasteurs plutôt pour en parler. Il y aura un autre épisode pour parler avec des femmes de pasteurs de ce rôle-là. Mais là, on donne d'abord la perspective des pasteurs sur le rôle de leurs épouses. Donc, c'est la semaine prochaine, si ça vous intéresse de réfléchir à cela. Et si vous n'êtes pas une femme de pasteur, en tout cas, vous pourrez prier pour la femme de votre pasteur. Voilà. Donc, si vous voulez nous laisser des commentaires, des questions ou un don, il y a le moyen de le faire. Il y a tout ça dans la description. Vous retrouvez tous les liens. Merci, chers auditeurs, d'être avec nous fidèlement chaque semaine. Si vous avez attrapé cette émission à la radio, à CFOI, vous pouvez retrouver une version vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, vous avez juste à googler, vous allez trouver tout ça très facilement. Là, je ne suis pas inquiet du tout. Et voilà, donc ça fait le tour. Merci encore à Paul et à vous. À la semaine prochaine. C'est l'éditeur La Cause est intéressé de trouver un diffuseur / éditeur en Amérique du Nord pour une version anglaise de mon livre. Ah oui, OK. Donc, moi, je suis prêt à le traduire, mais alors je crois qu'ils ont 2 ou 3 idées, mais si jamais tu avais une inspiration dans ce sens-là. Voilà, OK. Moi, je suis assez proche de la maison d'édition Broken Raft, qui a repris tous les ouvrages de Reformed Baptist Academic Press, qui publiait, entre autres, là, les travaux là, de James Renihan. Ils ont republié des ouvrages classiques là, des baptistes calvinistes du 17e siècle, là, dont le traité de Nehemiah Cox sur la théologie des alliances. Il y a les grosses maisons d'édition avec lesquelles j'ai pas trop de contacts. Si jamais j'avais besoin, je passerais peut-être par Daniel Henderson, là, qui connaît un peu tout le monde sur la planète. Mais Broken Raft, je pourrais facilement te mettre en contact avec eux. Ils sont du genre à aimer des projets assez spécifiques. Tout ce qui touche à la théologie de la Réforme, ça les intéresse. Surtout s'il y a un angle pastoral. Donc, Oui. OK. Oui, écoute, si tu penses que c'est quelque chose d'approprié qui pourrait les intéresser, pourquoi pas, hein? OK. Garde, je lancerai je vais me laisser une note là pour... Parce que tu n'avais pas assez de choses à faire, encore une chose. Non, c'est pas si mal, mais c'est juste que j'oublie si je ne l'écris pas quelque part. Et puis... Bienvenue au club.
Ouais, c'est ça. Donc, j'ai des listes un peu partout, des listes de rappels. Donc, Broken RAF. Comment ça s'écrit, RAF? J'ai écrit W-R-A-F. Là, je suis plus sûr pour la fin. Là. F-T-W. Il y a souvent des consonnes qui nous échappent. Je vais regarder. Broken RAF. Ils sont basés à Londres, mais ils ont commencé à... C'est ça? À essayer de publier en Nouvelle-Angleterre, là, ici, là, d'avoir une place pour imprimer puis publier en Amérique plus facilement, là, plutôt que shipper les livres. C'est W-H-A-R-F. Mais je pense que ça réfère à quelque chose à Londres, là, un pont ou je sais pas quoi. Là. W-H-A-R-F? Ouais. Bon. Et c'est leur édition. Là. Ah oui, d'accord. Oui, Wharf. Oui, Wharf, ok. ouais, ben c'est ça. C'est le ponton. OK. Le ponton cassé. Oui, OK. Bon, ben vous pouviez bien pas le comprendre. C'est la prononciation qui faisait défaut. Là. Tu peux me tutoyer, Oui, bien je sais, sûr. je remarque que je passe du tu au vous. C'est pas grave, mais à l'antenne, est-ce qu'il vaut mieux faire vous? Je sais pas, moi. Ben, ça dépend à qui on demande, c'est ça l'affaire. Non, je suis à l'aise avec le tu, mais ça se peut qu'une couple de fois, je l'échappe. Généralement, quand je suis avec un frère que je connais moins, qui est un peu plus âgé que moi, le vous va se faire par défaut. Là. Oui, bien sûr, oui. Je comprends, oui. Bon, fais comme bon te semble, hein, mais moi, ça me dérange pas. Les verbes sont plus courts quand on se tutoie. Hein, donc... Oui, c'est ça. C'est bon. Si des fois, il y a des sujets qui te tiennent à cœur, d'autres choses que tu voudrais discuter, fais-moi signe. Moi, je suis preneur. Je cherche toujours des partenaires de conversation, surtout quand ils sont passionnés par une question. Alors, on discute de tout, de Donald Trump ou des débats des réformateurs. Je suis fils de pasteur et puis mon fils est fils de pasteur. Donc, on est 3 générations dans cette lignée là. Ce serait peut-être intéressant une fois de discuter qu'est-ce que ça veut dire être fils de pasteur et quels sont les défis et difficultés. Bon, alors j'accueillerai le père et le fils. Une bonne idée, ça? Voilà. OK. Je présume que le tien a rejoint le Seigneur? Oui, il y a bien longtemps, oui. Alors, on se contentera de 2 générations. Oui, c'est ça, oui. Et des souvenirs. Excellent. OK, bon, ben c'est bon. On met cette idée-là, je la mets dans mon calepin. OK. Salut Pascal, Dieu te bénisse. Pareillement, que le Seigneur te garde. Merci encore.